Bien, on va reprendre par la présentation de trois projets du PEPR Cloud. Et en commençant par une partie sur la gestion des infrastructures et des applications, donc avec le projet Taranis, dirigé de main de maître par Christian Pérez. L'INRIA. Merci Frédéric. Bonjour à vous tous. Donc j'ai le plaisir de vous présenter rapidement, vous donner une vue générale sur le projet Taranis, qui est donc un des projets du PEPR Cloud. Et ce projet, là, sur mes transparents, je vais essayer d'illustrer et d'expliquer pourquoi le sous-titre qui concernait modéliser, déployer, orchestrer et optimiser les applications et les infrastructures du cloud. Donc le contexte général du problème, la question qui nous est posée, c'est d'un côté, il y a des utilisateurs qui pensent en termes d'application, en termes de structure applicative. Donc là, j'ai représenté un petit graphe. Et en fait, les questions très vite qui arrivent, c'est quoi la description d'une application? Qu'est-ce qu'on décrit? Et dans ce monde du cloud, ce qui est très intéressant, c'est qu'on veut soit décrire les structures applicatives sans connaître les ressources, parce que le but du jeu est bien sûr d'être abstrait par rapport aux ressources si on veut réaliser la vision totale du cloud, qui est de virtualiser les ressources. Donc il y a plein de questions sur comment décrire ça par rapport aux calculs qu'on veut réaliser, par rapport aux objectifs qu'on veut atteindre, de manière la plus abstraite possible. Et de manière symétrique, en bas, ce que j'ai mis par un petit nuage, c'est notre infrastructure de calcul. Donc, c'est les machines, les cartes, les processeurs, les cartes GPU ou autres matériels, le réseau. Et donc là, de manière à peu près symétrique, il faut qu'on arrive à décrire ces infrastructures de manière complète, générique, pour pouvoir appareiller les applications sur ces ressources. Et donc, il y a un certain nombre de questions qui se posent. Et donc, c'est ces 4 questions qu'on tourne. C'est la première, comme je commençais à le dire, c'est la description. C'est arriver à décrire les deux systèmes indépendamment de l'un de l'autre, avec toutes les propriétés non fonctionnelles, donc toutes les questions qui vont se poser par derrière. Je reviendrai un peu plus tard. Une fois qu'on a arrivé à décrire ce qu'on veut sur les deux systèmes, et qu'on sait ce qu'on aimerait faire, il faut encore réaliser le déploiement. Arriver à mettre en place des applications sur les systèmes, se pose plein de questions. On pense souvent au déploiement initial, mais comme ça a été commencé à être évoqué, une application peut vivre un certain temps, il peut y avoir plein d'événements qui peuvent arriver, donc il y a plein de problèmes de reconfiguration. Donc, la structure de l'application sur les ressources bouge autour du temps. Donc, comment décrire ça, comment modéliser ça, comment mettre ça en œuvre. Et donc, réellement, quand c'est dans l'exécution des services qui tournent, donc on est sur des systèmes distribués qui doivent réaliser un certain nombre d'objectifs. Et donc, on se retrouve avec plein de questions autour de la coordination des services dans des systèmes distribués spécifiques par rapport à ces problèmes qui tournent. Et bien sûr, arriver à faire marcher quelque chose, c'est compliqué, mais ça ne suffit pas, puisque derrière, il y a toutes des questions d'optimisation, donc, mais optimiser par rapport à quoi? Donc ce matin, on a déjà commencé à parler d'optimiser par rapport aux performances, d'optimiser par rapport à l'énergie, on peut optimiser par rapport à des contraintes de sécurité ou par des contraintes de RGPD, où il y a plein de critères. Et donc, c'est à tous les niveaux, je vais essayer d'illustrer rapidement. En fait, on a des questions d'optimisation. Et donc, le but du jeu, qu'on essaie dans ce projet, c'est d'arriver à apporter des réponses, à faire avancer l'état de l'art sur un certain nombre de questions sous-jacentes. Donc, le premier mot sur modélisation, donc, comme je l'ai parlé, c'était de décrire les applications et les infrastructures, donc en théorie, de manière indépendante, mais un jour ou l'autre, il va falloir faire le lien entre les deux, donc ces deux mondes vont devoir se rencontrer. Et donc, l'approche qu'on a choisie, donc là, on se met dans tout ce qui est l'ingénierie dirigée par les modèles. Donc, il s'agit de comprendre les technologies qui sont offertes par les modèles offerts aujourd'hui, donc à base de métamodélisation, pour arriver à décrire ces différentes applications et surtout les propriétés qu'on veut adjoindre à ces modèles d'application. Donc, je reviendrai par la suite. Alors, je n'ai pas regardé à quelle heure j'ai commencé, je cherche Adrien pour voir quand c'est... Ok, super. Ça fait un 10. Nickel. Donc, et donc là, il y a tout un certain nombre de challenges que je reviendrai plus tard autour de la modélisation. Et donc, on va surtout travailler métamodélisation. Donc, sur la deuxième partie, on a pour toutes les questions relatives au déploiement, à la reconfiguration. Donc, l'idée principale qu'on pense aborder, donc actuellement, dans les années qui viennent, c'est pour évoluer, c'est se reposer sur toutes les approches à base d'infrastructure as code.
Donc, il y a plein de langages d'environnement qui permettent de gérer les infrastructures à base de code, de différents langages spécialisés. Donc, dans les approches classiques, il y a un certain nombre de challenges au niveau de ces langages, de ce qui permet d'exprimer et de pouvoir gérer, et plus des problématiques de comment, à partir des descriptions qu'on parlait tout précédemment, générer le code qu'il faut et pas écrire ce code à la main, parce que sinon, on a tout perdu, et après, à partir de ce code, de pouvoir l'exécuter efficacement sur les infrastructures ciblées. Donc, c'est à ce niveau-là qu'on aura plein de questions relatives au déploiement et à la reconfiguration. Et le troisième point, donc pour la partie orchestration, donc il y a un certain nombre de modèles qui sont utilisés. Si on prend le modèle classique, qui est le modèle de MAPI, donc qui était proposé par IBM dans les années 2020, donc c'est des phases de monitoring, d'analyse de la situation, de planification de reconfiguration et d'exécution de reconfiguration, le tout en partageant des bases de connaissances. Donc un certain nombre de ces boucles autonomiques, qui est un terme aussi employé, et il va se retrouver à plusieurs niveaux. Et donc d'arriver à comprendre comment ces modèles et les outils qui sont derrière peuvent fonctionner, le tout de manière efficace et sûre. Et enfin, comme dans ces différents niveaux, il y a plein de questions d'optimisation. On veut optimiser l'exécution des applications sur l'infrastructure, on veut optimiser la génération du code pour gérer les infrastructures sur le code. On va vouloir optimiser toute la partie orchestration des services. Et donc, on se retrouve avec des boucles, avec des fonctions d'optimisation à différents niveaux. Et donc là, il y a déjà arrivé à comprendre comment optimiser chacune de ces boucles et des questions d'optimisation globale versus tout plein d'optimisation locale. Donc ça, c'est les différents points qu'on souhaite aborder dans le projet. Et ici, je vais un peu plus en détail, mais je ne veux pas trop rentrer dans les détails sur comment on est structuré. On a naturellement divisé le projet en 4 lots, et chacun de ces lots reprend les différentes parties que je vous ai présentées. Donc, de manière plus spécifique, le lot 1 qui est porté par Philippe Merle, donc INRIA à Lille, qui est subdivisé en différentes sous-tâches que je vais passer plus que rapidement, puisque je vais plutôt me concentrer sur les objectifs qu'il y a dessous, où on voit à peu près je donnais juste quelques idées, je n'ai pas le temps de rentrer dans les détails sur les problématiques qu'on va regarder. Donc, on voyait le premier objectif, en fait, ce qu'on cherche à développer, c'est rajouter des méthodes exactes pour la vérification, pour tout ce qui tourne autour de la manipulation de ces modèles d'application de ressources. Il y a un certain nombre de modèles qui existent, mais comment est-ce qu'on peut garantir à l'utilisateur que ce qui est décrit est correct et pouvoir vérifier ça de manière analytique et pas juste parce qu'en mettant quelques couleurs. Donc, il y a un certain nombre de travaux qu'on compte développer là-dessus pour améliorer la sûreté qu'on peut avoir dans ces modélisations. Il y a un gros sujet qui nous intéresse, qui concerne essentiellement le point 2, c'est la gestion de la variabilité. Donc, d'écrire une application statique et déployer sur le cloud, ça tout le monde sait faire aujourd'hui. Mais en fait, il y a plein de choses qui changent au cours du temps. Et donc, en particulier, tout ce qui est la variabilité de temporalité, aussi bien dans les demandes d'une application que dans les services offerts par les ressources. Sur une application qui tourne plusieurs heures, jours, semaines, l'infrastructure peut changer, le workload peut changer, les besoins d'utilisateurs peuvent changer, donc il y a plein d'adaptations à faire. Et les modèles actuellement prennent très mal cela en compte, sans parler de tout ce qui est la variabilité matérielle. Donc être capable de déployer la même application sur plein d'environnements différents. Un des points aussi importants, c'était un des objectifs qu'on a, c'est d'avoir tous ces modèles suffisamment abstraits pour s'abstraire des spécificités de chaque plateforme. Donc, c'est pour éviter tout ce qui est vendor locking. Donc, chaque plateforme peut avoir des spécificités qui peuvent être intéressantes, mais à quel point cela doit être intégré dans la spécification de l'application ou de l'environnement utilisateur. Donc, si un jour on veut changer de fournisseur de service, si on est très lié à quelque chose qui dépend de ce service, en fait, on ne pourra pas. Et donc, c'est arriver à comprendre et modéliser ce locking pour au minimum avoir une compréhension, idéalement pouvoir s'en débarrasser. Et enfin, on souhaite aussi développer un cadre d'ingénierie dirigé par les modèles pour arriver à intégrer tous ces résultats pour fournir une expérience raisonnable à quelqu'un qui voudrait utiliser tout ou partie des résultats qu'on essaye d'avoir. Le deuxième lot concerne le déploiement et la configuration, qui est porté par Hélène Coulon de l'IMT à Nantes.
Donc c'est là qu'on retrouve des questions liées donc à ces langages DAC. Et donc c'est pareil, comme précédemment, on a des challenges autour de la formalisation de ces langages pour arriver à les certifier. Donc pas juste écrire du code, on lance et on ne sait pas trop qu'est-ce qui se passe, pour avoir a priori des garanties ou comprendre mieux qu'est-ce qu'ils vont faire. Donc il y a un certain nombre de verrous technologiques dans ces langages, en particulier ce qui concerne la centralisation, la concurrence ou l'expressivité. Donc c'est un des thèmes qu'on va chercher à améliorer, parce qu'en améliorant ces points-là, on améliorera leur efficacité à l'exécution. Donc on a parlé des conceptions et des critères de coordonnées AC. Et un dernier point donc qui est assez technique, mais je mentionne juste la dernière tâche qui concerne l'amorçage, en fait. Quand on veut vraiment déployer des systèmes sur du bar métal, il y a des problèmes très techniques, qui concernent sur comment être capable d'amorcer ces ressources, surtout dans les cas actuellement qu'on a hétérogènes, et pour être capable de fournir des environnements reconstructibles pour aller vers la reproducibilité. Sans ça, ça devient un peu compliqué. L'O3 qui est porté par Walid Galoul de l'IMT à TSP concerne l'orchestration de services et de ressources. Donc c'est là qu'on retrouve tout un certain nombre de questions. Je vous avais parlé des boucles autonomiques qui se retrouvent à différents niveaux. Ces boucles autonomiques doivent coopérer, collaborer. Et donc ça, c'est toujours un challenge au niveau scientifique. Donc ça se retrouve à travers plusieurs tâches qui concernent la composition de boucles quand c'est du multiniveau, ou de l'orchestration de boucles autonomiques quand elles se retrouvent dans un même niveau, avec toute la question de comment est-ce qu'on arrive à gérer les propriétés non fonctionnelles. Pour cette partie non fonctionnelle, je reviendrai un peu plus tard, parce que tu vas avoir des liens avec des projets qui sont très importants. Et la dernière tâche, c'était un framework de déploiement pour mettre en œuvre une sous-partie de ces solutions dans un cadre un peu particulier, et donc vous voyez qui concerne le continuum, puisque là on cherche un cas de Cloud Edge et d'IoT. Et enfin, le dernier point, donc c'est l'optimisation. Donc c'est d'utiliser différentes technologies d'optimisation. Donc c'est forcément des stratégies multicritères. On ne veut pas juste optimiser un critère, mais toujours un ensemble de critères à optimiser dans des environnements dynamiques et holistiques. Donc c'est là où la complexité, donc le lot qui est porté par Shadi Ibrahim et INRIA ici à Rennes, vise en particulier à regarder, étudier différentes approches, donc que ce soit des approches à base d'heuristiques, de solver exact ou d'intelligence artificielle, pour proposer des solutions, pour proposer de la gestion de ressources sur ces plateformes hétérogènes, distribuées, et pour fournir des solutions optimisées. Et le dernier point, c'était un cas particulier d'étude qui est, un certain nombre de cas très important, c'est tout ce qui est le computing serverless, donc qui est vu comme un cas particulier d'optimisation. Là, on va essayer d'aller un peu plus en place pour avoir une solution spécifique à ce cas-là. Donc, Taranis, dans le PEPR Cloud, c'est qu'un projet parmi les autres, et on souhaite, et enfin, c'était construit pour avoir des collaborations fortes avec d'autres projets. Donc le premier, c'est le projet Spirec. Quand je vous ai parlé de la boucle de reconfiguration qui est remise ici à droite, la partie monitoring et voire une partie de l'analyse est clairement du domaine de Spirec. Donc c'est Spirec qui est spécialisé sur cette partie monitoring analyse, tandis que Taranis va plutôt se focaliser sur les phases de planification et d'exécution. Donc c'est là qu'on a déjà commencé à discuter, qu'on va mettre en place une organisation pour assurer un flux d'informations et de collaboration entre ces deux projets. Style, Diva et Archesam, c'est un peu les projets à qui il faut qu'on soit en face, comment on doit modéliser les architectures et les services de stockage. Il faut qu'on soit en face sur les nouveaux concepts éventuellement qu'il pourra proposer pour les prendre en compte dans la modélisation et dans les différents modèles qu'on doit écrire. Donc c'est surtout à ce niveau-là qu'il y a un défi pour arriver à être synchronisé. Je pense à Diva, donc si par exemple il pense sur les architectures désagrégées, ça arrive de légèrement modifier le modèle, et donc comment arriver à voir comment ça peut remonter dans les modèles. Et donc deux projets très importants, parce que j'ai pas prononcé les mots dans Taranis, tout ce qui concerne la partie gestion d'énergie et de sécurité. C'est deux exemples de propriétés non fonctionnelles que clairement il faut qu'on arrive à supporter dans nos modèles. Et donc c'est là qu'il nous faut des liens très forts et très étroits avec Clear Cloud et Trust in Cloud, qui apporteront les solutions et les problèmes spécifiques à ça. Et la question, c'est comment remonter tous leurs problèmes spécifiques dans la modélisation générique et rentrer ça dans les algos multicritères, et dont l'énergie et la sécurité sont des exemples. Et bien sûr, la partie expérimentation se fera au travers de Silex, qui vous sera présenté plus tard. Donc très rapidement, là c'était la même
slide que celle d'Adrien, mais restreinte à Nice, où on a 13 équipes réparties dans un certain nombre de villes, et tous les partenaires que vous voyez sont représentés ici. Et la partie droite, c'est qu'en fait, la plupart des équipes participantes interviennent dans plusieurs lots, parce que les problèmes sont très liés. Et c'est une discussion qu'on avait au début de Taranis. C'est très dur de découper, parce qu'une partie du spectre que vous présentez, en fait, a des impacts sur tout le reste. Donc, c'est ce qui permettra de recruter ça, d'avancer. Je passais sur les personnels à recruter, donc en termes de thèse, de postdoc ou d'ingénieur. Et donc, juste pour finir en 30 secondes, donc on a déjà commencé à réfléchir à identifier des collaborations qui nous paraissent importantes avec d'autres PEPR, aussi bien au niveau du PEPR Réseau du Futur, qui est naturel, au niveau du NUMPEX, où il y a des problématiques aussi conjointes, et dans des équipes qui sont dans les deux projets, ça sera présenté cet après-midi. Mais on a aussi des participations, parce qu'il y a des équipes dans d'autres PEPR qui sont plus loin a priori. Donc là, c'est avec le PEPR TAS, où en fait, ils ont des problèmes qui focalisent sur les systèmes de transport d'énergie électrique. Et ce problème, en fait, ont des problèmes d'application dans le continuum et donc de conception de contrôleurs dans le déploiement et le redéploiement. Et donc, en dernier aussi, le PEPR Open Water sur le haut bien commun qui ont besoin de ressources externes et qui ont en fait besoin de cloud, et c'est un des PEPR qui peut apporter des use cases. Je vous remercie. Merci Christian. Donc, du coup, on va passer à un deuxième projet, qui est un projet transverse donc, sur l'énergie, qui est un sujet important de ce PEPR. Donc, ça va être présenté par la personne qui le porte, donc Anne-Cécile Orgerie du CNRS. Bonjour, donc je vais vous présenter le projet Care Cloud. L'acronyme veut dire comprendre, améliorer, réduire les impacts environnementaux du cloud computing. Alors je vais présenter peut-être un contexte un peu général, très rapidement, puisque je pense que tout le monde est au courant de la situation actuelle, notamment en termes de limites planétaires et du fait qu'on en a déjà dépassé plusieurs. L'enjeu ici, pour tous, c'est d'essayer de garantir un niveau de vie décent et équitable, donc sur toute la planète. Et dans ce problème-là, nous, informaticiens, informaticiennes, on s'intéresse au numérique, qui est souvent présenté comme faisant partie de la solution au problème, à travers toutes les optimisations qu'il permet, tous les systèmes intelligents qui se développent de plus en plus. Mais assurément, on va le rappeler plusieurs fois dans ce projet, le numérique fait aussi partie du problème. Et plus exactement des problèmes liés aux enjeux climatiques. Alors pour commencer un petit peu de manière générale, je voulais rappeler quelques chiffres sur le numérique au niveau mondial et national, donc notamment sur la partie empreinte carbone, qui est quelque chose qu'on sait de plus en plus mesurer et évaluer. Donc la part du numérique dans l'empreinte carbone mondiale, c'est actuellement le consensus est autour de 1,8 à 3,9%, donc en 2021. L'aviation civile, par exemple, c'est 2,4%. Donc on est probablement un petit peu au-dessus, et surtout, le numérique croît beaucoup plus fortement que l'aviation. Si on regarde à l'échelle plus nationale dans la consommation électrique française, là l'impact est beaucoup plus visible, puisque la part du numérique c'est 11% en 2020, et ce chiffre qui a été évalué par l'ADEME et l'ARCEP ne prend pas en compte l'utilisation des centres de calcul qu'on a vu tout à l'heure sur les slides d'Adrien par exemple, qui sont en dehors de l'Hexagone. Donc cette part de consommation électrique, elle est importante déjà, et elle augmente fortement. Cette part de consommation électrique, elle est fortement liée à toutes les infrastructures qui sont déployées dans le monde, on en a déjà parlé. Et actuellement, il n'y a pas de consensus dans la communauté scientifique sur quelle est la part qui consomme le plus. C'est souvent une question qu'on nous pose. Où est-ce qu'il faut concentrer les efforts? Est-ce que c'est sur les équipements des utilisateurs, sur les clouds, sur les réseaux de communication qui permettent d'interconnecter tout ça? Si on regarde le cycle de vie complet de ces infrastructures, depuis l'extraction, la fabrication, l'usage et la fin de vie, on voit ici 3 études sérieuses du domaine qui ont été faites pour 2 d'entre elles par des industriels du secteur, pour 1 d'entre elles par des acteurs académiques. On voit qu'il n'y a pas du tout de consensus. Et actuellement, c'est l'état de la communauté, c'est-à-dire que sur ces impacts environnementaux, on ne sait pas la partie qui consomme le plus, et donc on ne sait pas où concentrer ces efforts. En sachant qu'évidemment, ces infrastructures, elles sont très liées. Plus il y a d'utilisateurs, plus il y a besoin de réseaux, plus il y a besoin de cloud,
Plus il y a de cloud et de réseau, et plus il y a d'utilisateurs, puisque plus on invente des applications pour les utiliser. Donc ces interconnexions, elles sont fortes. Donc là, c'est juste pour la partie émissions de gaz à effet de serre. Si on regarde un petit peu plus comment ces choses sont évaluées, de plus en plus, les GAFAM, par exemple, fournissent des bilans environnementaux. J'en présenterai un tout à l'heure. Et donc ces bilans environnementaux, comment ils sont constitués? Eh bien, dans les normes, on distingue 3 scopes d'émissions. Donc le scope 1, c'est les émissions qui résultent directement des activités de l'entreprise. Par exemple, la génération d'électricité en interne. De plus en plus de groupes choisissent d'avoir des panneaux photovoltaïques ou des centrales biothermiques, etc. Tout ce qui est émissions de gaz réfrigérants, des climatisations, etc. Donc ça, c'est le scope 1. Le scope 2, c'est toutes les émissions qui résultent de la consommation d'énergie de l'entreprise. Donc typiquement l'électricité qui est achetée, le chauffage qui est acheté, et donc les émissions qui résultent du mix électrique, soit national, soit local. Donc par exemple ici, c'est en France, c'est l'électricité qu'on achète aux différents fournisseurs d'électricité. Et donc leurs émissions. Et puis le scope 3, c'est tout le reste, c'est-à-dire tout ce qu'on ne sait pas très bien mesurer. Et donc par exemple, pour un centre de calcul de cloud, c'est tout ce qui est phase de fabrication des serveurs. C'est aussi tout ce qui est les autres équipements informatiques, les déplacements professionnels, etc. Donc tout ce qui rentre dans l'enveloppe. Donc actuellement, les grands centres de calcul sont capables d'estimer à la louche leurs émissions sur les scopes 1 et 2, et très peu sur le scope 3. Donc par exemple, une étude récente de Microsoft en 2021 estimait que plus de 77% de leur impact était sur le scope 3. Et pourtant, toutes ces entreprises continuent à affirmer qu'elles sont zéro carbone depuis plusieurs années, mais uniquement sur les scopes 1 et 2. Alors si on regarde comment ils font d'un petit peu plus près, ça c'est la consommation électrique que déclarent 4 de ces grosses entreprises, Apple, Google, Facebook, Microsoft, j'aurais pu en mettre plus, mais ça illustre bien la tendance de fond. Donc entre 2016 et 2020, on peut voir que pour certaines d'entre elles, la consommation électrique a plus que doublé. Donc peut-être qu'elles peuvent afficher que sur le scope 1 et 2, elles sont net zéro carbone, mais ça cache ce genre de chiffres, donc une augmentation assez forte. Donc ça, c'est la consommation d'électricité. Nous, on va essayer dans le projet de s'intéresser un petit peu plus à d'autres impacts environnementaux. Et par exemple, ici, je voulais montrer l'utilisation de l'eau. Et ici, c'est que en scope 1. Donc j'ai pris juste Meta et Google. Et puis pareil, on voit que la tendance, elle est à l'augmentation entre 2018 et 2022. Une augmentation assez forte pour des ressources qui peuvent être, suivant les régions et les époques de l'année, assez problématique. On l'a vu en France l'été dernier, par exemple. Donc ça, c'est juste pour illustrer le fait que souvent, actuellement, on parle en termes d'émissions de gaz à effet de serre, d'empreinte carbone, mais il y a beaucoup d'autres impacts environnementaux liés au numérique, tels que, par exemple, la consommation d'eau, qui peut devenir critique à certains moments, mais aussi tout ce qui est consommation de ressources abiotiques, les minéraux, etc. Et donc, dans le projet, on va s'intéresser à certains de ces impacts qui sont très, très larges. Alors on va aussi s'intéresser à essayer de, évidemment, chasser les joules gaspillés par-ci par-là, les watts aussi gaspillés. Le développement du cloud computing, on en parlait tout à l'heure, il s'est beaucoup fait sur des notions de performance et assez peu sur des notions d'efficacité, notamment énergétique. Et on commence à s'en préoccuper depuis quelques années parce que les factures d'électricité augmentent, pour faire bref. Mais ceci dit, en termes d'efficacité énergétique, il y a déjà des progrès et déjà des recherches nombreuses dans le domaine. Donc par exemple, si on part du plus bas dans les couches matérielles, des processeurs basse consommation, hétérogènes souvent, la réduction de l'énergie par opération, puisque de toute façon il y a des limites thermiques de dissipation thermique qui font que on a été obligé d'optimiser ces opérations. Tout ce qui est architecture multicœur, architecture dédiée, tous les algorithmes qu'on peut imaginer d'allocation des données, d'allocation des tâches dans les infrastructures déjà très distribuées et hétérogènes que l'on a, l'utilisation du parallélisme, l'optimisation des communications puisqu'on va vers des infrastructures de plus en plus distribuées, la gestion des points chauds puisque le refroidissement de ces centres de calcul
et une source importante de consommation électrique qui a été beaucoup optimisée au cours des dernières années. Donc la réduction des pics de charge et puis l'adaptation dynamique à la charge. Donc toutes ces recherches, elles ont déjà commencé, pour certaines d'entre elles, depuis une bonne dizaine d'années. Et donc nous, on va s'inscrire plutôt vers les couches en bas de ce slide, donc les couches hautes, et essayer de continuer à coordonner toutes ces recherches qui visent à améliorer l'efficacité énergétique. Et comme je le disais, on veut aller au-delà en regardant les impacts environnementaux de manière plus générale. Donc si je présente maintenant le projet plus spécifiquement, l'enjeu, c'est de réduire les impacts environnementaux des infrastructures de cloud. Et 7 ans, ça va pas être assez. Et pourtant, l'urgence est là. Donc ces impacts environnementaux, on va en considérer certains sur lesquels on a déjà commencé à travailler. Les objectifs du projet, il y en a 3 qui reprennent l'acronyme du projet. Comprendre comment ces infrastructures de cloud, elles consomment de l'énergie. Donc comprendre, c'est pas si simple que ça, parce que par exemple, nos clusters qui sont homogènes, les serveurs, même s'ils sont identiques d'un point de vue matériel, logiciel, ils ont des consommations électriques différentes. Et donc une variabilité inhérente à ces infrastructures pourtant homogènes. Donc comprendre comment ces infrastructures, je vais le détailler un petit peu après, ça regroupe des phases de mesure, des phases de simulation à large échelle et des phases donc d'évaluation de ces impacts environnementaux. Améliorer l'efficacité énergétique, donc ça c'est des travaux qui ont déjà commencé pour la plupart. Et puis enfin un troisième objectif qui regroupe à peu près un petit peu moins de la moitié des ressources personnelles qu'on va embaucher sur ce projet, qui est d'essayer de réduire durablement les impacts environnementaux des clouds. Et ça regroupe plusieurs notions de soutenabilité et de durabilité et de sobriété. Donc notamment des ressources, des infrastructures sobres en énergie et en ressources, donc c'est-à-dire questionner les usages notamment, qui soient résilientes aux intermittences électriques, qui pourront peut-être être plus fréquentes dans le futur. Donc adaptables à la production électrique, notamment de sources d'énergie renouvelables, tolérantes à la déconnexion. Si on choisit d'être alimenté par des sources d'énergie renouvelables, certaines d'entre elles ne sont pas permanentes. Et puis, dans ce contexte-là, l'infrastructure cloud est de plus en plus décentralisée, ce qui pose d'autres problèmes. Donc l'organisation, elle est en 4 work packages qui sont illustrés ici. Donc les 3 work packages du haut reprennent les 3 objectifs que je viens de présenter. Et puis dans le lot 0, donc notre work package 0, il y a tout ce qui est gestion de projet de manière classique. Et on a choisi aussi d'avoir des actions en termes de médiation scientifique, notamment sur la plateforme Terra Numérica à Sophia Antipolis. Donc ce projet, il regroupe 7 équipes géographiquement distribuées en France, donc 30 permanents, dont certains sont dans la salle et d'autres en visio. Et on a prévu de recruter 24 thèses, 2 postdocs, 2 ingénieurs, et puis on a déjà commencé, puisqu'on a démarré au 1er septembre. Donc on a déjà 3 thèses en cours, d'autres qui sont en cours de recrutement, et puis une ingénieure et une apprentie qui ont été recrutées. Alors pour reprendre brièvement ce que j'ai présenté, donc le lot 0 qui va s'attacher à comprendre, on a évidemment une partie sur les mesures expérimentales qui s'appuiera en grande partie sur la plateforme Slices, et donc de modélisation temps réel de la consommation énergétique. Il y a de très nombreux outils, notamment des wetmètres logiciels en la matière, avec des disparités en termes d'évaluation de l'empreinte énergétique. Et donc, c'est des travaux qu'on a déjà commencé à mener là-dessus. De la simulation à large échelle, puisque les infrastructures cloud actuelles, elles dépassent très largement le contexte de ce qu'on peut faire, nous, en expérimentation réelle sur Slices. Et puis des modèles de coût environnemental dans les clouds pour aller au-delà de la simple mesure énergétique ou de la simple mesure d'émissions de gaz à effet de serre. Le lot 2, donc amélioré, il se focalise plutôt sur la partie efficacité, donc faire mieux avec moins d'énergie, moins de ressources, donc à la fois optimiser l'efficience des couches plutôt hautes, donc les applications microservices, en dessous orchestrer l'allocation de ces ressources de calcul, de stockage, et puis optimiser aussi la partie communication qui va être de plus en plus prégnante dans ces infrastructures distribuées. Et enfin, faire des systèmes de recommandation et de planification entièrement automatisés dans les infrastructures de cloud, notamment en présence d'intermittence.
Et comme je le disais, le lot 3, c'est celui qu'on a choisi dès le début avec les partenaires du projet d'être le plus conséquent en termes d'investissement à la fois de permanent et de non permanent. Donc on va regarder dans ce lot-là à la fois l'alimentation des infrastructures cloud par des sources d'énergie renouvelables, notamment intermittentes, du solaire et de l'éolien en particulier. On va essayer aussi, donc dans les approches de sobriété, là où on essaye de questionner les usages, il y aura nécessairement des budgets, par exemple, c'est une des approches possibles, des budgets énergétiques, des budgets en termes d'émissions de gaz à effet de serre ou de ressources. Et donc, comment dégrader les performances pour respecter ces budgets et réduire l'empreinte carbone. Donc ça, c'est les 2 tâches suivantes, la dégradation de performance et puis l'adaptation du comportement des applications à des contraintes énergétiques qui peuvent être ponctuelles dans le temps, par exemple, ou alors beaucoup plus durables. Enfin, on va s'intéresser à un autre aspect de la sobriété et voir qu'est-ce que ça veut dire faire du cloud low-tech. Est-ce que c'est compatible ? Comment on peut définir ces concepts-là et comment on peut les mettre en place à large échelle ? Et enfin, on regardera aussi, comme je le disais, tout le cycle de vie et donc la sobriété de ces infrastructures distribuées. Donc voilà en résumé ce qu'on va faire qu'on a déjà commencé à faire pendant 7 ans. Donc je l'ai pas mis sur les slides, mais évidemment il y a de nombreux autres liens avec les autres projets du PEPR Cloud. Christian en mentionnait notamment avec le projet Taranis. Il y en a aussi sur le monitoring avec le projet Spirec. On a déjà commencé à discuter aussi avec le projet Diva sur la désagrégation. Est-ce que ce sera plus efficace ou non en termes d'énergie ? Enfin voilà, les liens sont nombreux et on a des partenaires qui sont communs à plusieurs projets, donc avec des liens facilités. On a d'autres liens aussi avec les autres PEPR, donc on a déjà mentionné le PEPR Réseau du Futur, le PEPR TAS sur les systèmes électriques. On a des projets en commun avec eux et des partenaires en commun. Donc voilà, c'est les principaux liens. Merci. Merci Anne-Cécile. Et donc du coup, pour terminer, on a choisi aussi de vous présenter un peu la partie infrastructure. Donc avec Nathalie Mitton de l'INRIA. Dans ce sens-là. 15 minutes. D'accord. Merci. Donc bonjour tout le monde. Donc, comme cela a été un peu présenté ce matin, je vais vous présenter le PC Infrastructure qu'on a appelé Silex. Et comme vous l'avez compris, Silex, c'est la partie de quelque chose c'est une partie, seulement une composante de quelque chose qui est beaucoup plus large. Et je vais essayer donc de vous expliquer rapidement tout cela. Donc, je suis allée à l'envers. Voilà. Donc pourquoi cette infrastructure déjà ? Déjà pour répondre aux besoins que vous avez vus à travers tous les projets du PEPR, mais aussi de façon plus générale pour répondre à la transformation numérique qu'on voit depuis quelques années et qui fait que s'accélérer, où on voit qu'on a une convergence entre les moyens de calcul et les moyens de communication vers des outils plus intégrés, où on a ces données qui sont générées de plus en plus fortement, qui sont de plus en plus nombreuses, et qu'on doit acheminer à travers des réseaux divers et variés, filaires, sans fil, avec des technologies vraiment différentes. Ces données, elles sont elles-mêmes très différentes. On va les apporter dans le cloud, on va les stocker, les traiter, les restituer, les faire en extraire de la connaissance. Donc tout ça, maintenant, ça se fait à travers ce grand continuum entre les réseaux cellulaires, l'IoT, jusqu'au cloud, en passant par ce qu'on appelle le edge et le fog computing. Et tout ça, on veut le construire, comme Anne-Cécile l'a dit, dans le respect de l'environnement, mais également de la société, par rapport à des enjeux sociétaux auxquels nos sciences du numérique peuvent répondre. Et donc, on a besoin d'innover, d'apporter aussi des outils pour assurer notre souveraineté, aussi bien nationale qu'européenne, dans ce domaine, et puis de la compétitivité à nos entreprises. Donc, les défis que ça mène, c'est qu'il faut quand même avant d'arriver à ces nouvelles technologies, il faut qu'on puisse expérimenter.
de façon simple pour que le plus grand nombre puisse le faire, sur des équipements qui soient déployés sur de larges échelles pour que ça ait du sens, et sur des équipements qui soient des équipements de calcul et des équipements réseau qui soient hétérogènes et distribués pour pouvoir répondre justement au plus grand nombre de ces besoins. Et surtout, pour s'assurer pour mesurer la qualité de ce qu'on fait, il nous faut des outils de mesure, des outils pour mesurer les performances, mais également les coûts en termes d'occupation de ressources, donc les ressources mémoire, les ressources calcul, les ressources de bande passante, les ressources en énergie, que tout cela génère, et puis pouvoir déployer tout ça. Et puis, comme on teste, on veut avoir le droit de tout casser si on se trompe. Voilà, donc ça, c'est une phrase qui vient de Grit 5000. Voilà. De tout casser et de recommencer autant qu'on veut, dans un souci aussi de recherche reproductible pour qu'on s'assure également de la qualité de nos résultats. Donc, pour cela, on a besoin de déployer l'équivalent de data center avec les outils de cloud, avec un backbone réseau qui puisse... avec différentes technologies réseau, que ce soit filaire, sans fil, encore une fois, hybride. Les technologies à la périphérie du réseau, qu'on qualifie des réseaux et des calculs de edge. Et c'est tout cela qu'on va apporter dans Silex, donc dans le PEPR Cloud. Mais comme vous avez pu le comprendre, et comme ça a été déjà dit dans les présentations dans les précédentes présentations, aujourd'hui, on ne peut pas se contenter de cette partie-là. Il nous faut aussi tout un tas de réseaux qui vont apporter des données supplémentaires, qui vont interconnecter ces réseaux avec le terrain. Et c'est l'ensemble de tout ça qui est Slices.fr, donc la plateforme d'expérimentation au niveau national, donc qui est, comme vous le voyez, abondée par le projet Silex. Et également, ça a été évoqué, pour la partie réseau d'accès, c'est la part qu'apporte le PEPR Réseau du Futur, le tout dans cette plateforme de bout en bout qui est commune. Et on vous l'a dit également, ça a une envergure beaucoup plus large parce que Slices.fr, c'est en réalité un seul nœud d'une plateforme européenne qui s'appelle Slices.ri. Donc aujourd'hui, Slices.ri, c'est composé d'un consortium de 15 pays, bientôt 16, où chacun va déployer un nœud d'infrastructure qui vont tous être interconnectés en une seule et même plateforme. Ce n'est pas une superposition de plateformes, ce n'est pas une fédération de plateformes, c'est vraiment une seule et même plateforme où les équipements vont être interconnectés, où on pourra offrir des services complémentaires d'un pays ou un autre. L'idée, c'est pas de dupliquer la même chose partout, mais bien de donner accès à l'ensemble des équipements, à chacun des membres de Slices.fr comme des autres nœuds de Slices.ri. Donc pour cela, la plateforme, c'est, vous l'avez compris, des équipements qu'on va mettre à disposition, donc des équipements de différentes sortes, aussi bien pour le calcul, pour le cloud, pour le edge, des équipements réseau, dans lesquels on va pouvoir sélectionner les ressources qui nous conviennent pour notre expérimentation. Donc si on a besoin de juste être sur un bout de la chaîne, juste un petit bout de réseau sans fil ou juste quelques serveurs interconnectés pour faire du calcul distribué, on peut. Si on veut l'ensemble de la plateforme, on peut. On pourra réserver, configurer ces plateformes, ces ressources, pardon. Alors, soit juste en bare metal, où on mettra exactement tout ce qu'on veut au-dessus du matériel, soit on pourra utiliser ce que la plateforme va fournir comme outil pour configurer tout cela avec des OS déjà préprogrammés qui pourront être réutilisés. On pourra bien sûr faire tourner nos expériences, mais de façon monitorée, ce que j'ai évoqué. On pourra mesurer les différentes performances qu'on voudra mesurer, et puis générer des données pour l'analyse de nos expériences et en extraire de la connaissance. Donc, dans le cadre de Slices.fr, on va déployer des services pour tous ces équipements, sur toute la chaîne, sur tous les niveaux protocolaires. Et pour faire ça, donc Slices.fr, c'est pas juste un ou deux labos dans leur coin. Aujourd'hui, ce sont ces 17 instituts
Donc, on est en train de constituer un GIS pour gérer l'infrastructure Slices.fr qui réunit l'ensemble de ses partenaires. Donc, vous avez des partenaires qui apparaissent en gras. Alors, c'est pas la toute dernière version de mes slides. Donc, en fait, il faut voir en gras également l'ENS de Lyon et l'Université de Grenoble. Donc, ce sont les partenaires qui veulent se porter comme membres fondateurs du GIS et être vraiment en première ligne. Et l'ensemble des autres partenaires sont là également, mais plus dans un second cercle autour des premiers pour faire tourner toute l'infrastructure, apporter les ressources matérielles, l'hébergement, mais également les ressources humaines, donc les ingénieurs et les chercheurs, pour opérer, pour construire ces services et pour accompagner également tous les utilisateurs de la plateforme pour la rendre plus facile d'utilisation. Donc voici aujourd'hui où sont situés les partenaires qui déploient de l'infrastructure. Cette carte, elle est appelée à bouger pour pouvoir être le plus inclusif possible et que si de nouveaux partenaires veulent rejoindre l'aventure, qu'ils puissent. Donc vous voyez, il y a des couleurs sur le nom de mes villes parce qu'aujourd'hui, ces sites sont identifiés en fonction des équipements dont ils disposent. Donc vous avez des sites qui sont orientés uniquement pour le cloud computing et l'HPC, d'autres plutôt IoT, d'autres qui font un peu tout, mais tous ces sites sont bien évidemment interconnectés. Donc pour revenir à Silex, donc voici le découpage dans Silex. Donc vous voyez, il y a un gros lot qui va être sur le déploiement de l'infrastructure et des services qu'on va devoir développer. Donc globalement, on a deux grandes phases. Une phase qui est pour la mise en place et une seconde phase pour l'opérationnel de la plateforme. À cela s'ajoutent des lots d'animation et de formation pour justement que chacun puisse s'approprier la plateforme, ses services, trouve le moyen de remonter ses besoins pour que la plateforme soit aussi réponde à des besoins qui sont peut-être pas encore identifiés aujourd'hui. Donc on a on veut mettre en place tout un mécanisme de veille et de remontée de besoins, aussi bien auprès de nos communautés, donc les communautés informatiques, réseaux, systèmes, mais également des communautés autres. Donc, on a déjà évoqué le fait que cette plateforme, elle pourrait également servir à des activités de recherche autour de la cybersécurité, de l'IA, de l'agronomie. Mais on sait qu'elle doit pouvoir répondre à des besoins autres aussi, comme par exemple répondre à des besoins des physiciens, des astrophysiciens, de l'aéronautique. Donc c'est un peu ce qu'on veut pour également mutualiser les moyens et avoir un super outil qui réponde au plus grand nombre. Donc voilà, je vous remercie. Et juste pour conclure, j'aimerais juste vous montrer cette petite URL parce que je suis contente de vous dire que ça y est, on a un site web. Alors, oubliez le EN parce que ça existe qu'en français pour le moment. Mais voilà, notre site est ouvert et vous pourrez avoir plus d'informations. Et bien sûr, ce site va être nourri, alimenté au fur et à mesure de la vie de Silex et de Slices.fr. Merci. Ne bouge pas. Du coup, j'ai demandé aux orateurs précédents de venir sur l'estrade et on va faire une petite séance de questions rapides. Donc, ça peut s'adresser évidemment aux trois présentateurs, mais aussi aux pilotes, si vous voulez, s'il y a des questions générales. Bonjour à tout le monde. Je suis ici pour représenter un des PC de projet NUMPEX. Et je trouve que, bon, j'ai la chance, ou je ne sais pas, ou la malchance de participer dans 3 des 5 projets ciblés de NUMPEX. Donc, j'ai une vue assez bonne de l'ensemble de NUMPEX. Et ce que j'ai trouvé, ce qui vraiment ça m'a frappé, c'est je dirais redondance, mais redondance dans le sens de système embarqué où c'est bien d'avoir des redondances, mais il y a énormément de choses, de recouvrement
entre nos thématiques de recherche dans NUMPEX à travers les différents PC. 4 parmi les 5 au moins, je reconnais. Il y a beaucoup de choses qu'on devrait plutôt partager que de partir chacun dans son sens, parce qu'à mon avis, nous avons dans HPC, dans NUMPEX, beaucoup à prendre de chez vous, et vous avez aussi beaucoup à partager avec nous, parce qu'aujourd'hui, on ne différencie plus entre l'HPC et le cloud. L'HPC, c'est le cloud, et le cloud, c'est de l'HPC, parce qu'aujourd'hui, il n'y a plus à mon avis, il n'y a plus beaucoup de sens de faire la différence entre les deux. Je verrais même une fusion de nos deux PEPR, mais bon, ça c'est peut-être pour l'avenir. Donc je pense qu'on a beaucoup de choses à partager, et s'il y a besoin de mettre en place des trucs inter-PEPR, je pense qu'il faut qu'on fasse un truc, qu'on réfléchisse comment on peut faire pour fluidifier des contacts 2 par 2, 3 par 3, entre PEPR Cloud et PEPR NUMPEX, je pense. Gabriel va faire une présentation tout à l'heure de PEPR NUMPEX, je rentre pas là-dedans, lui c'est le représentant officiel de PEPR NUMPEX, mais moi, vu que j'ai une vision étant Work Package Leader et copilote de 3 PC, je pense, je trouve on a beaucoup de choses. Vous êtes passé après nous, donc nous, on a commencé à faire un tout petit peu sur la gestion et la sobriété énergétique, mais je vois que le Care Cloud, ça nous dépasse largement. Vous avez, et donc, quelque part, parce que vous êtes passé après nous, vous avez fait beaucoup mieux, à mon avis. Vous allez faire mieux. Donc, à mon avis, nous avons tout intérêt à se rapprocher de vous, et vous. Et puis il y a beaucoup de gens, Olivier Richard, Gabriel Antonio et d'autres qui sont dans les 2 PEPR. Donc à mon avis, on est quasiment fusionnés sans le savoir. Donc j'espère qu'on va pouvoir fructifier toutes ces choses-là. Merci beaucoup. Et donc n'hésitez pas à venir me voir moi je viens de vous voir à un moment donné. Merci beaucoup. Donc, une première réponse à ma vue de Sherpa, hein, donc j'espère que Florent partagera, donc, et Adrien et Jean-Noël réagiront peut-être après, mais donc évidemment, il y a des fortes relations entre le HPC et le cloud. Hein, donc moi qui viens du HPC et qui est allé doucement vers le cloud dans ma vie précédente de chercheur, c'est évident qu'il y a des relations scientifiques, et donc une partie de la communauté du PEPR NUMPEX se retrouve dans le PEPR Cloud, c'est une évidence. Donc du coup, évidemment, c'était une de nos premières cibles de collaboration inter-PEPR, le PEPR NUMPEX, et on a discuté avec Jean-Yves Berthoud, enfin pour ma part, directement sur ces sujets-là. Et puis aussi, il y a quelque chose qui va rassembler un peu tout, et c'est l'agence de programme sur le numérique, et donc du coup, qui va aussi travailler sur ces interactions globales sur ces sujets. Donc je pense que c'est évident. Mais c'est évident, mais non, mais ça on s'en rend bien compte. Ça, c'est donc Adrien perd des cheveux tous les jours sur les recrutements. Il a des angoisses que je comprends, hein, bien sûr. Évidemment, on cible à peu près les mêmes personnels. Donc évidemment qu'il faut travailler ensemble. Fusion, je suis pas sûr. Enfin, on est très content d'avoir un PEPR Cloud. On est très content d'avoir un PEPR NUMPEX sur l'Exascale. Enfin, les cibles sont pas vraiment. Enfin, le PEPR Cloud, ça va vraiment de plus en plus vers le edge. Donc on n'a pas vendu le HPC Cloud, même si on va travailler sur ces sujets-là. Je pense que c'est des choses qui sont quand même distinctes, avec des forts recouvrements. Et c'est vrai que l'énergie, les performances, la gestion de ressources, l'algorithmique globale, on va retrouver des choses très similaires. Et les mêmes communautés, évidemment. C'est pour ça qu'on a mentionné la communauté du GDR-RSD. Et là, tu as tout le monde. Hein, donc les autres, si vous voulez réagir... Non Oui, bonjour. Donc, Annuel Fiac, société Scality. Merci déjà pour toute cette présentation, c'est extrêmement intéressant. Il y a des projets qui sont présentés, c'est bien de voir en fait l'ensemble des axes, etc. Il y a d'autres projets. Donc, moi, j'ai noté par exemple Diva, Spirek ou Trusting Cloud. Et en fait, je me demande en fait comment on peut avoir plus d'informations sur ces projets, parce que là, vous avez présenté que 3, et potentiellement avoir des contacts, parce que mon Scality en tant que acteur en fait du cloud, ça peut aussi nous intéresser de prendre des contacts et de voir un petit peu ce qui est fait, etc.
Ouais. Donc on a dû faire des choix évidemment parce que sinon on aurait passé 2 jours à présenter. On aurait été ravis de présenter de la science sur tous les projets, hein, très franchement. Et donc on a dû faire des choix. Donc on a fait un choix qui était un des gros projets qui rassemblait deux problématiques: gestion des infrastructures, gestion des applications, Taranis, un projet transverse sur l'énergie et un projet sur l'infrastructure. Donc ça nous paraissait évident. Peut-être une réponse rapide, c'est de dire que vous avez un alias PEPR Contact qui a été donné et que, comme ça a été évoqué par Jean-Noël, on veut faire des journées avec les industriels. Donc, welcome Scality. Je pense que c'est la réponse un peu rapide, mais je pense que c'est peut-être la bonne réponse à ce stade. Mais évidemment que tous les projets sont présentés, puis qu'on va encourager les relations avec tous les projets. Hein. C'était stratégique de présenter cela, mais... Ahmed, je te rends la main, excuse-moi. Bonjour, Ahmed Jeraya du CEA. J'ai beaucoup aimé la présentation sur l'empreinte carbone. Toutes les autres présentations sont bonnes et on est très sensible à cet aspect. Mais si on veut attirer des jeunes, il faut aussi parler de l'empreinte positive, l'empreinte carbone positive du cloud, c'est-à-dire le cloud, il permet de réduire l'empreinte carbone dans d'autres domaines. Et si on fait une simulation, par exemple, pour éviter un prototype, si on fait une visioconférence au lieu de faire un voyage en avion, tout ça, c'est des apports du calcul et du cloud qui permettent de réduire l'empreinte carbone. Donc, si on pouvait avoir une balance de ce qu'on brûle et ce qu'on économise, ça peut être plus attractif pour les jeunes si on arrive à montrer une balance positive. J'en déduis que je ne suis pas jeune. Merci. Lui non plus. Hors plaisanterie, effectivement, hein, donc il y a je l'ai mentionné au début, c'était mon premier slide d'introduction. Le cloud, comme le numérique, a des aspects positifs, des aspects négatifs. Actuellement, ce qui nous préoccupe un petit peu plus, effectivement, c'est les aspects négatifs. Mais je suis tout à fait d'accord que, à la fois la recherche et les méthodologies sont encore très balbutiantes sur les aspects positifs, et notamment parce que ces aspects positifs, ils ne sont pas juste entre nos mains d'informaticiens. C'est-à-dire que les impacts, ils sont avant tout environnementaux, mais aussi sociétaux, hein, dans les aspects positifs. Et donc, pour moi, la réponse, elle est beaucoup plus pluridisciplinaire que les consortiums que là on a constitués, qui sont majoritairement d'informaticiens et d'informaticiennes. Donc ces aspects positifs, ils sont souvent sujets aussi aux effets rebonds, hein, le fameux paradoxe de Jevons qu'on observe depuis le 19e siècle, donc que les économistes observent, qui est aussi vrai pour le cloud computing. Et donc ces aspects-là, j'imagine qu'ils seront beaucoup plus abordés dans le futur PEPR numérique éco-responsable. Et je pense que c'est pas à moi d'en parler de cette partie-là. Mais effectivement, hein, les impacts positifs, en tant qu'informaticien, on en est assez convaincu, parce que sinon, on aurait déjà changé de métier, je pense. Donc voilà. Dernière question. Bon, de toute façon, après, les intervenants restent là. Et... Vous pouvez intervenir dans la... une dernière question. Tout à l'heure, tu as parlé du lien avec la communauté RSD. On a parlé justement des PEPR HPC, des PEPR Cloud qui ont chacun leur workshop. Comment on va faire pour qu'on n'ait pas 6 workshops différents par an auxquels on doit participer? Comment on fait pour justement que tout le monde puisse voir ce qui se fait, y compris les gens qui ne sont pas forcément dans les PEPR? Et peut-être comment on fait revivre la communauté RSD? Enfin, c'est vrai qu'on a Compass quand même comme conférence auxquelles les gens vont peut-être moins. Est-ce qu'on arrive à mettre en lien ces workshops? Ouais. Donc c'était l'angoisse de Jean-Noël et qu'il a mentionné pendant son exposé, mais avant je laisse Adrien réagir parce qu'il en a... Non, je pense que c'était la question... Je pense que c'était la question parfaite pour conclure et dire que la réponse elle est cet après-midi sur la première table ronde. Exactement. Je ne sais pas s'il y a une dernière question dans la salle. Guillaume, je me permets de te répondre. Vraiment, la réponse, en fait, c'est une question qu'on va poser aux autres responsables du PEPR parce qu'on pense que c'est une vraie question, un vrai défi. En fait, comment ces PEPR qui sont très structurants vont pouvoir en fait travailler avec les GDR qui étaient déjà là pour structurer la recherche. Anne-Cécile, un mot en plus?
Ouais, un dernier mot vert. La semaine dernière, il y avait les Green Days à Toulouse, qui sont une initiative émanante de la communauté du GDR-RSD. C'était la 11e édition. On a 7 GDR, GDRS qui participent à cet événement francophone, et les 2 PEPR, Cloud et Réseau du Futur, qui se sont associés donc cette année, et j'imagine dans les prochaines années aussi. En tout cas, le PEPR Réseau du Futur nous l'a assuré il y a 2 semaines lors des journées annuelles. Et donc ça, c'est très thématique. Cette année, c'était sobriété numérique, mais ça va de l'archi jusqu'aux communications, jusqu'aux applications. Et donc c'est un événement qui est structurant déjà de la communauté depuis quelques années et qui va perdurer en lien notamment avec les PEPR. Et peut-être qu'effectivement, c'est un bon exemple. Peut-être que ce qu'il faut, c'est pas des workshops liés au PEPR, mais plutôt des workshops thématiques qui structurent plusieurs PEPR. Mais effectivement, les Green Day, je pense que c'est un super exemple. Oui, bien sûr. C'est pas essentiellement lié au PEPR. Dans la cartographie qu'on a fait des acteurs du cloud, par exemple, quand on va faire des cloud days, là, comme c'était mentionné, bon, le nom sera peut-être pas définitif, mais ça rassemblera la communauté globalement. Donc, dans l'idée, c'est de vraiment être inclusif, ouais, tout à fait. Ouais. Et Frédéric, excuse-moi, je prends la parole parce qu'en fait, je pense que tu l'as dit tout à l'heure. Je pense que ça va être aussi le rôle des agences de programme, de coordonner, de voir comment mettre tout ça un petit peu en musique et puis de faire des événements. Donc là, et aussi le lien entre les agences portées par INRIA et portées par le CEA. Parfait. Bon, merci. Merci à toutes et à tous pour cette matinée. On reprend à quelle heure ? 13h30 ? Ouais, 13h30, ouais. Okay. Bon appétit à tous et merci pour la participation ce matin.